Bienvenue, Salah Ouadia. Merci de votre invitation. Merci de l'avoir accepté. Je rappelle que vous êtes président de l'association d'Amir. Oui, Poète. oui. Vous l'êtes aussi. Quand on l'est une fois, on l'est pour toujours, c'est ce qu'on dit très souvent. Pour la vie, oui. Et intellectuel, mais j'ai envie de dire un intellectuel libéral. Vous acceptez le ce mot qualificatif? le mot libéral peut être un peu flou. Je dirais moderniste, convaincu. Intellectuel moderniste. Convaincu, oui. Voilà, je vous dis- et Dans parce le que moi, sens, oui, dans le sens de l'ouverture sur l'universel, mais dans le sens aussi de l'appartenance à une histoire, à une civilisation, à tout un contexte culturel. Cette fameuse civilisation des Lumières aussi. Produit Oui, la civilisation des Lumières. absolument. En tout cas, merci une fois de plus, Salah Ouadia. Bon, je vais démarrer en vous souhaitant une bonne et belle heureuse année 2019. Merci à vous également. J'espère qu'elle sera meilleure que 2018. Ouais, meilleur que 2018 n'a pas été. Ouf, il y a eu beaucoup de chocs. En 2018, ça n'a pas été la joie. Il y a eu beaucoup de tensions sociales, il y a eu beaucoup de revendications, il y a eu beaucoup de clashs, etc. Et le Maroc, à mon avis, a besoin bien sûr d'une écoute au plus haut niveau, au niveau de toutes les instances de décision, que des choses profondes prennent naissance au sein de la société et qu'il faut écouter cette société. Vous avez des, Elle n'est pas assez écoutée dans la société. On va y revenir d'ailleurs, mais est-ce que Salah Ouadia a des doléances, des attentes particulières pour cette année 2019? Oui, essentiellement. Moi, je voudrais dire à ce niveau que mes attentes, c'est essentiellement au niveau social. Et je peux en parler parce que je me suis déplacé pour voir les gens sur place, etc., lorsqu'il y a des tensions sociales, comme par exemple à Hoceima ou à Jarada, etc. J'écoute les gens parce que je crois qu'il faut écouter les gens. Et quand vous vous déplacez comme ça, juste, Salah Ouadia, c'est à titre personnel, bénévole, citoyen? Oui, absolument, absolument. C'est des frais de notre association. C'est au nom de notre association que je me suis déplacé. D'ailleurs, ça a donné des résultats puisqu'aujourd'hui, Damer est très connu dans la région de Gerada et on a intervenu. Et la dernière chose qu'on a faite ensemble avec les activistes du mouvement de Gerada, c'est une conférence de presse. Et on a présenté tout un dossier à la presse. C'est-à-dire relatant le mouvement lui-même et puis les revendications, les attentes, ce qui était fait. C'est quoi? C'est permettre aussi une reconnexion entre les institutions, entre les responsables publics et les citoyens, c'est ça? Je crois que, oui, comme vous le savez, toute démocratie est impossible sans les partis politiques, mais je crois que dans la période que nous vivons, les partis sont surtout habités par ce souci, si vous voulez, des échéances électorales. Et on oublie parfois le vécu des gens. Et ça, c'est un problème. Bien sûr, quand vous dites que c'est un problème, les élections, c'est important, mais l'écoute des gens, l'écoute de la vie en elle-même, auprès des gens, c'est plus qu'essentiel, c'est le plus important. On va y revenir d'ailleurs, Salah Ouadia, avec vous pendant toute la durée du débat. Mais là aussi, Salah Ouadia, c'est le militant associatif, c'est plus de 25 ans de terrain, et vous continuez aujourd'hui, mais ça aussi, vous avez eu une séquence politique. Parce ce qui est intéressant, c'est d'avoir aussi le point de vue de Salah Ouadia pour cette année 2019. Oui. À la fois là-dessus, voilà, il y a eu un passage, vous avez été cofondateur d'un parti, d'un mouvement qui s'appelle le Mouvement de tous les démocrates. Absolument. Qui ensuite s'est transformé en 2008-2009. Bientôt, il fera 11 ans. Parce que ça a été créé... en octobre 2000... en janvier, le 11 janvier. D'accord. Le 11 janvier 2008. Vous parlez du mouvement de tous les démocrates? Du mouvement de tous les démocrates, voilà, absolument. parce que moi je parlais du PAM qui a suivi après. Du PAM, oui, qui a suivi par la suite. En octobre. Donc vous là-dessus, cette séquence politique, quand vous dites effectivement le politique aujourd'hui est trop déconnecté du terrain, vous qui avez mis un pied, voire les deux, dans une formation politique, oui, et qui, tout en ayant toute l'expérience que vous avez de terrain en tant que militant associatif, voilà, est-ce qu'on est plus actif et plus utile, j'ai envie de dire, lorsqu'on est dans une organisation associative que lorsqu'on fait partie d'une formation politique? C'est-à-dire que les soucis sont différents, mais ils sont complémentaires. C'est-à-dire que je dirais,
oui, enfin, la création du mouvement de tous les démocrates a été vraiment un acte lumineux, à mon avis, vu les fondateurs, vu les horizons à partir desquels ils sont venus à cette initiative, à cette entreprise, vu les documents sur lesquels ils sont basés pour y aller. Oui, je considère que c'est l'un des phénomènes politiques les plus significatifs et les plus vrais de cette période de notre histoire. Maintenant, ce qu'il en a été, on peut en discuter, mais je crois que les tâches que le mouvement de tous les démocrates avait présentées à la société sont toujours d'actualité. En tout cas, le parti, en l'occurrence le PAM, juste là-dessus, on a vu que le PAM passe alors, de crise en crise, il vient de sortir, il vient d'essayer de régler une dernière crise, encore le week-end dernier. J'espère que je dis ce que je pense, je m'exprime comme si je m'exprimais pour tous les partis politiques, étant donné que, en démocrate convaincu, je considère qu'il ne peut y avoir de démocratie sans parti politique, sans compétition sur la base de programmes, de vision sociétale, etc. Et d'idéologie aussi, assumée. D'idéologie, oui, bien sûr, parce que derrière tous les programmes de société, il y a des idées, il y a des représentations de nous, de la société, de l'avenir, de la dimension humaine, etc. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a une carence. Je ne jetterai pas comme ça la pierre aux partis politiques dans l'absolu, parce que quand même, lorsqu'on critique les partis politiques, il faut mettre la main à la pâte. Sinon, à mon avis, toutes les critiques des gens qui ne sont pas impliqués... C'est pour ça que vous l'avez fait, vous, à un moment, vous avez mis la main à la pâte, vous avez été... Qui ne sont pas impliqués et qui ne se mettent pas en jeu eux-mêmes pour vraiment démontrer qu'ils ont raison ou qu'ils ont tort, ça affaiblit un peu cette position de critique. Mais moi, je le dis, enfin, du vécu et de l'expérience, oui, c'est dommage. Nos partis politiques, et là, je crois que la société civile a essayé d'y pallier. Elle a réussi sur certains dossiers et un peu moins sur d'autres, mais je crois que nos partis politiques jusqu'à présent, enfin dans le contexte que nous vivons, ne jouent pas ce rôle de catalyseur au niveau de débats sociétaux capables, on va y d'ailleurs les revenir, capables justement d'être un peu le réceptacle et d'encadrer la population. Absolument. Et de lui donner peut-être aussi de donner un peu le tempo. Mais vous, avec le PAM, c'est plus aucune relation, plus aucun contact, plus rien pour rester sur cette formation politique. Ce sont mes amis, comme j'ai des amis partout dans les partis politiques, mais je n'appartiens plus depuis 2012. Vous suivez de près ce qui se passe dans bien sûr, je suis toute l'actualité, y compris celle du PAM. Et là, vous avez un mot là-dessus, juste pour... Oui, j'espère que la crise organisationnelle que le PAM a vécue dernièrement puisse aboutir sur une sortie heureuse. Toujours est-il que je me permets aussi d'apporter un peu mon opinion là-dessus. Je crois que si les choses tournent simplement autour de questions organisationnelles, ça ne peut pas avoir, si vous voulez, de sortie... un peu, si on veut, totalement... Sorti par le haut un petit peu. Oui, absolument par le haut. Il faut débattre des questions politiques fondamentales, des questions sociétales. Et là, je crois... Alors qu'il y avait un vrai projet au départ, c'était un projet moderniste qui se voulait un contre-projet par rapport à des projets portés par le Parti Justice et Développement, l'islam politique, l'islamisation, le conservatisme. Absolument. Et là, et comme je vous ai dit, c'est le projet du mouvement de tous les démocrates. Maintenant, ce débat de société est toujours d'actualité et il faut qu'il soit fait. Sinon, nous tournerons plutôt en rond qu'autre chose. Justement, sur les débats de société, il y a une actualité qui... je ne vais pas dire qu'elle fait débat. Je laisse ça à votre libre appréciation. Oui. On parlait d'une parlementaire du Parti Justice et Développement, oui, dont il y a eu buzz, bad buzz, je ne sais pas, en tout cas polémique sur les réseaux sociaux suite à la diffusion d'une photo de sa personne à Paris. Avec, jusque-là, à la limite, il va dire que tout allait bien, mais le fait qu'elle ne porte pas le hijab, alors qu'en temps normal, a priori, au Maroc, c'est-à-dire chez elle, elle le porte, donc ça a suscité des débats. Est-ce que vous, là-dessus, vous avez
une appréciation, de se dire, voilà, il y a quelque chose Ce n'est qui... pas, à mon avis, ce n'est pas une question futile. C'est une question, pour moi, C'est un vrai sujet? importante. Je m'explique. Premièrement, je voudrais quand même préciser que je suis pour la totale liberté de choisir l'habit et la tenue qu'on veut, selon enfin, sans enfreindre la loi. C'est-à-dire, une femme par exemple qui veut porter le hijab, ça ne vous pose pas de problème? Absolument pas. Une femme qui porte une mini-jupe, ça ne vous pose pas de Pas problème? de problème, absolument. C'est un choix à elle. Bien sûr, il y a des lois qui organisent la question de l'atteinte à la pudeur, etc. Ça, bien sûr. Sur la voie publique. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, la tenue d'une femme, vestimentaire d'une femme, c'est son propre choix. Et on n'a pas à intervenir là-dessus. Le problème qui se pose, en l'occurrence, c'est que justement, cette question de l'habit et plus précisément du hijab a été instrumentalisée longtemps par le mouvement politico-religieux que nous connaissons, en l'occurrence le PJD et autres, bien sûr, pour signifier que l'exemple de la C'est-à-dire la norme sociale morale, de cette formation politique, c'est le hijab. Le hijab a un sens. Il a maintenant acquis par justement le discours proposé et ressassé par cette formation politique comme étant la preuve irréfutable de la droiture, etc., pour les femmes. Et c'est ça, à mon avis, l'immixtion. C'est ça l'immixtion. C'est quoi? C'est ça qui vous gêne? Est-ce que ça vous gêne? Non, ce qui me gêne, c'est le fait, premièrement, d'être présenté comme sous la justification religieuse, et deuxièmement, le fait que ça soit sur la base de cette croyance de la religion qui est commune à tous les Marocains, en l'occurrence l'islam. Eh ben, on fait croire aux gens, alors que c'est une instrumentation purement politique, on fait croire aux gens que c'est la preuve de la droiture, la preuve de l'appartenance même à l'islam. Et donc là, ça me pose problème. C'est ça l'immixtion dans la vie absolument. C'est une problématique d'ordre politique. C'est ça, lorsqu'une formation politique s'arroge le droit de dicter le vestimentaire, c'est le moment de leur dire merci. Madame la députée, vous êtes libre de porter ce que vous voulez, là où vous voulez, que ce soit ici ou ailleurs, vous êtes libre. Mais s'il vous plaît, arrêtez, vous et tous les gens qui le font, d'instrumentaliser le hijab politiquement, pour des gains électoraux, pour une image positive dans la société, etc. Maintenant, vous êtes face à vous-même. Et la ruse de l'histoire a voulu que ça vienne de vous, de vos rangs. Les frasques des uns et des autres, on le sait, ce n'est pas la peine d'y revenir parce que, tout le monde les connaît. Ça vient de vous. Le débat que vous avez toujours refusé, il est maintenant d'actualité, je dirais. Est-ce que c'est l'actualité? Parce qu'il y a grâce ou bien à cause de ce que vous avez présenté à la société comme enfreinte justement à vos appels. Et maintenant, discutons ce que nous vous demandons. Je tiens quand même à le dire. Il y a quand même sur les réseaux sociaux une certaine... C'est très animé sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de débats. Ceux qui considèrent que ce n'est pas un sujet d'actualité, qu'il faut arrêter de débattre de ça parce que les sujets plus importants... C'est un sujet d'actualité, j'y reviendrai. Mais là où il y a atteinte quand même à la personne de la députée, je ne suis pas d'accord. Le fait de parler de ses membres, de ses pieds, de ses... Non. Ce que je peux dire là-dessus, c'est que oui, Madame la députée, c'est le moment de nous mettre d'accord, de mettre tout ça sur la table et de dire, premièrement, le vestimentaire, ce n'est pas une preuve de n'importe quelle conviction religieuse, s'il vous plaît. Si vous le portez, portez-le, mais portez-le pour votre personne et pas pour les autres. Et deuxièmement, arrêtez de faire cette... Vous, c'est le côté donneur de leçons qui vous dérange. Absolument. Mais ça le va dire. D'un autre côté, est-ce que vous dénoncez aussi avec la même virulence, la même force en tout cas, et le même déterminisme, le fait qu'aussi des photos ont pu être prises à son insu? Voilà. Je ne sais pas. C'est-à-dire que j'ai envie de vous dire, bien sûr, ce que je ne vous souhaite pas, que ce soit vous ou d'autres, que demain, s'il n'y a pas le risque de voir des photos de Salah Louadir aussi, qui circulent ici et là, voilà. Parce que cette personne-là s'est dit, voilà, il y a d'ailleurs le Parti Justice et Développement a adressé un communiqué dimanche soir en dénonçant, en fait, je cite, une campagne de dénigrement politique et médiatique envers les militants du parti. Écoutez, les photos que j'ai vues sur les réseaux, c'est des photos où elle est consciente qu'elle est prise en photo. Ce n'est pas donc des photos prises à son insu. Vous dites ça parce qu'elle est souriante?
Parce qu'il y a le moulin rouge, il y a le moulin rouge derrière, c'est ça? Parce qu'elle regarde l'objectif. C'est clair. Lorsqu'on regarde l'objectif, on est... Vous avez un regard aiguisé, hein? Oui, absolument, absolument. Enfin, en tout cas, je trouve que ça lui va mieux que je trouve ça, personnellement, mais ça ne m'engage... Ah, c'est un compliment que oui, de ça la loisir à cette parlementaire qui... Ça n'engage que moi, ça la regarde, mais dans tous les cas, mon opinion vis-à-vis du hijab, je l'ai exprimée longtemps, et je crois que c'est un instrument d'abaissement. Je dirais, je vais trouver le mot. C'est-à-dire c'est une de réduction en fait, de la femme à des choses... Absolument, de réduction de la femme. Mais juste sur le fait qu'on prenne comme ça des photos... Mais ça, celles qui veulent porter le voile, qu'elles le portent. Mais simplement, ce que je leur demande, que ce soit une décision personnelle, que ce soit une assumée et bien vécue intérieurement. Bien absolument. Et là, je la défendrai bec et ongles. Et les réseaux sociaux, aujourd'hui, diffuser n'importe quelle photo pour ses responsables politiques et responsables publics. Je crois que lorsqu'on est responsable vie privée, vie publique, lorsqu'on est responsable politique, c'est-à-dire qu'on a des responsabilités d'orientation, de décision, à n'importe quel niveau de l'État. Parce que, n'oublions pas, ce sont des instances de l'État, que ce soit le gouvernement, que ce soit le Parlement, c'est ça l'État. Et donc, à ce niveau, oui, on a une certaine obligation de réserve quant à un certain nombre de choses. Mais bon, lorsque des photos assumées sont publiées, je ne suis pas contre. Mais lorsque des photos sont prises à l'insu de la personne en question, non. Donc pour vous, en tout cas, la photo, elle n'a pas été prise à l'insu de la personne. Absolument. À l'insu, non. Parce que, bon, on m'a dit qu'il y a une photo en bikini qui circule. Eh bien, non. Non, je suis désolé. Il y en a qui disent que c'est un photomontage aussi. Non, mais simplement, ça confond, ça met en contradiction le discours et la réalité. Et Dieu merci, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes en face d'un certain nombre de cas qui viennent justement de cet horizon et qui ne voulaient rien savoir avec la vie privée. Maintenant, oui, c'est bien, eh bien, discutons et passons à autre chose. Et donc, disons que c'est de la vie privée et arrêtez de vous immiscer dans un sens ou dans l'autre, dans la vie privée des gens. Et juste avant d'aller revenir aussi sur un autre fait aussi d'actualité par rapport à Marrakech, cet homme travesti, là, il y a eu tout un... Oui, voilà, bien sûr. Juste là-dessus, mais juste sur les réseaux sociaux. Parce que vous êtes connecté aux réseaux sociaux, je vais dire aussi que Salah Louadir, il a plus de 20 000 followers sur sa page Facebook, il est ultra connecté. Oui. Réaction, on l'a vu, alors moi j'ai essayé hier soir justement en préparant votre venue aujourd'hui, de voir un petit peu les tendances lourdes sur les commentaires vis-à-vis de la parlementaire du parti Justice et Développement, et j'ai l'impression, ça n'engage que moi, que la tendance lourde, c'est plutôt des personnes qui tiennent le discours de dire circuler, il n'y a rien à voir, c'est pas un sujet de débat, il y a les choses beaucoup plus importantes au Maroc il y a des choses importantes. Voilà, mais que ça, c'est plutôt la tendance lourde et que la minorité, j'ai envie de dire, la tendance beaucoup plus légère, c'est, c'est important parce que c'est aussi écoutez, le décalage entre le discours et la pratique. Ce genre de choses, ça met un peu de temps pour s'exprimer, pour éclore en chacun des personnes concernées, parce que quand même, la contradiction est flagrante. Parce que jusqu'à un certain temps maintenant, on défendait le contraire. Et maintenant, on défend le droit à la vie privée. Bon, bien, c'est bien. Eh bien, que ça soit le début d'un débat qu'on va clore par la suite pour dire, les gens, quels qu'ils soient, ont le droit de porter ce qu'ils veulent, ont le droit à une vie privée, ont le droit à des libertés individuelles, qui d'ailleurs n'englobent pas que la liberté de porter une tenue. N'oublions pas, je le rappelle, les libertés individuelles, c'est aussi la liberté de participer à un mouvement politique, un mouvement de société, la liberté de circuler, la liberté de fonder une famille, la liberté de propriété, etc. Et la liberté de se rebeller contre l'oppression, etc. Tout ça, c'est des libertés individuelles que les gens oublient et qu'ils... parfois qu'on réduit consciemment ou inconsciemment. On réduit aux relations intimes ou bien à la question du choix de l'identité sexuelle, etc. Non, ce n'est pas ça. Ça veut dire seulement, oui. Par rapport à ce qui s'est passé à Marrakech,
Oui, cet bien sûr. homme dans la rue, Je me suis, qu'on a présenté comme bien sûr. travesti là-dessus. Et j'ai vu quand même. Est-ce que c'est choquant pour vous, ça? Oui, c'est choquant. Qu'est-ce qui est choquant? Le fait de C'est diffuser que choquant derrière, c'est des agents de... bien sûr, de déambuler la personne comme ça, impunément. D'ailleurs, je viens de lire, et j'ai commenté ça, la décision de Hamouchi, que je tiens Oui, à saluer. il y a des sanctions disciplinaires à l'encontre Absolument. de responsables de la préfecture de Marrakech. Je ne sais pas s'il faut prendre d'autres décisions là-dessus, s'il y a des poursuites judiciaires à faire, mais il faut que les gens le sachent, parce que la façon dont le policier déambulait en pleine rue, et il était convaincu, c'est une personne certainement qui appartient à une génération, à l'ancienne génération, était convaincu qu'il était dans le droit chemin et que l'autre était moins que rien. Non. Ça, je crois que la décision de Hamouchi est bonne et il faut qu'elle soit encore plus systématique envers ce genre de phénomène. Mais est-ce que vous êtes aussi d'accord sur le fait que c'est aussi le comportement, bien sûr, dénoncer tout ce qui s'est passé, tout le traitement qui a été accordé à cette personne-là, Oui. qui est un comportement qui va à l'encontre de toute notion de respect. Mais je est-ce ne que ça comprends peut pas, choquer la société Oui, de voir un homme travesti comme ça? C'est juste, voilà. Est-ce que ça peut aussi interpeller, être choquant? Nizar Baraka, qui était à votre place hier, dit voilà, s'il y a aussi des choses, il ne faut pas tomber dans la provocation. Mais je ne crois pas enfin, je ne connais pas tous les tenants et aboutissants de l'affaire, mais ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est cette vidéo dont on vient de parler. Mais je ne sais pas ce qui est... Il faut que le rapport de police nous dise ce qui est arrivé exactement. Est-ce que la personne en question a été provoquée? Est-ce qu'on l'a molestée? Etc. Il faut qu'on le sache. Mais dans tous les cas, le fait de le prendre comme ça, menotté et de traîner dans la rue, c'est indigne. C'est indigne. Alors que tout le monde sait dans la société, pas depuis quelques jours, depuis des générations, que l'homosexualité existe. On n'est pas là pour encourager ni pour incriminer, qu'on soit d'accord, mais tout le monde sait que ça existe et c'était accepté, toléré, etc. Maintenant, on ne peut pas accepter de tels agissements, surtout avec l'attachement, ne l'oublions pas. Le Maroc exprime clairement son attachement aux droits de l'homme tels qu'ils sont universellement reconnus. Est-ce que tout ça, c'est l'expression, selon vous, du renforcement d'un conservatisme social et sociétal aveugle? Je ne suis pas d'accord. Et qui peut conduire à ce type de comportement? Je ne suis pas d'accord. Moi, je suis dans la société civile, dans l'associatif, et j'écoute. J'écoute les gens, j'écoute les jeunes. Et je crois qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on peut croire, il y a un mouvement de fond qui vient de la société, auprès des jeunes aussi. Ils ont vécu l'expérience traumatisante de Daesh, de cette violence inouïe, de cet étalage, de cette ignominie. Étalage de la haine. Absolument. Et bon, je crois qu'ils sont arrivés à un niveau où ils se demandent si c'est bien de continuer à réfléchir comme ça. D'ailleurs, dernièrement, il y a quelques mois, nous avons invité l'un des chercheurs phares aujourd'hui sur les réseaux sociaux, Ahmed Zaïd d'Égypte, avec d'autres, et qui maintenant entreprend via YouTube si vous voulez, une relecture de notre patrimoine religieux, assez audacieux, mais en même temps respectueux des uns et des autres. Et ce que j'ai remarqué, c'est que l'assistance qui d'habitude a les cheveux grisonnants, lorsque ce chercheur est arrivé pour faire sa conférence, qui a été animée à Casablanca, eh ben, l'assistance était plutôt entre 25 et 35 ans. C'est des gens qui écoutent, qui suivent. Et si vous connaissez très bien, j'espère qu'un jour vous allez l'inviter, c'est Ahmed Rafiqi, oui. Abdouhab Rafiqi. Ben oui, on échange. Nous avons, lui et moi, des relations de respect et de cordialité poussées. N'oubliez pas qu'il a passé lui aussi de la prison. Mais venant d'un autre niveau, d'un autre horizon, et moi c'est pas le même horizon idéologique, j'aime dire. Mais aujourd'hui, il a la conviction, et on échange là-dessus, qu'il y a un mouvement de fond, que ce n'est pas conservatisme. Chez les jeunes? Chez les jeunes, absolument, qui viennent et qui doit être alimenté aujourd'hui. Je crois qu'à tous les niveaux. Moi,
Donc le conservatisme, dis- pour vous, le conservatisme, il n'est pas plus important aujourd'hui. Nous sommes au seuil je crois, d'un changement de fond. Je vais vous donner un exemple, si vous voulez, de libération de cette jeunesse envers ses aînés. Ça peut paraître un peu particulier ce que je vais dire. Le cri des jeunes dans les stades. Oui, les stades de football. Absolument. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils disent? Il n'y a absolument aucune empreinte, si tu veux, de conservatisme. Il y a un cri de détresse, il y a un cri, un appel à l'aide, il y a tout ça. C'est-à-dire que c'est positif, à mon avis. C'est positif. Il faut que les décideurs tendent l'oreille et prêtent l'oreille. Absolument, absolument. Ça fait partie de toutes ces nouveautés. De toutes ces nouveautés qu'on doit écouter et avec lesquelles on doit interagir. Est-ce qu'on avait démarré le débat et l'émission avec cette nouvelle année 2019, ça doit dire a-t-il des doléances, on a avancé un petit peu sur le débat, on va rester un petit peu sur le terrain des libertés et des libertés sociétales. Est-ce que vous considérez que 2019, là, que le temps est venu, aujourd'hui, de poser aussi, d'ouvrir des vrais sujets de débat? Les vrais grands sujets de débat, je pense à l'égalité en matière d'héritage, je pense à l'avortement, je pense au statut des mères célibataires. Voilà, je pense à ces vrais sujets aujourd'hui. On en a parlé un petit peu là, sur moderniser ou pas les lois aujourd'hui. Voilà, qu'il est important aussi. Ça veut dire qu'il y a un mouvement de fond qui s'opère aujourd'hui auprès des jeunes en termes de modernité. Est-ce qu'il est important aussi que l'État, que l'exécutif accompagne tout ça aussi par la mise en place d'un cadre et d'un environnement juridique adéquat? Oui, cela, le mouvement d'Amir, je crois, l'a compris il y a quelques années, dès sa création. Vous êtes créé en 2013, c'est ça, ça fait 6 ans. Oui, absolument. Et là, nous avons souligné que maintenant que le travail sur les années de plan a été fait, cette analyse de 50 ans d'indépendance. Le rapport du cinquantenaire. Absolument. La Constitution a été revue en 2011. En 2011. Et maintenant, il y a des débats de société qu'on doit mener audacieusement. Et nous avons remarqué, bien sûr, l'hésitation des partis politiques à aller au charbon. Et nous sommes allés. Nous avons discuté. Les thèmes de nos séminaires internationaux ont été les suivants, si ma mémoire est bonne. Premièrement, religion et liberté. Deuxièmement, religion et droit. Troisièmement, religion et les femmes. Bientôt, religion et sexualité. C'est-à-dire, et nous avons également, lorsque nous avons été sollicités, nous avons présenté notre proposition concernant l'IVG aussi. Qui était très, très audacieuse. Nous avons... Est-ce que la société est prête, selon vous? Comment? Est-ce que la société, dans son ensemble, dans toutes ses composantes, c'est pas une société, c'est les sociétés, est-ce que la société marocaine est prête? Alors, je vous dis qu'il y a un mouvement de fond, et je vous dis qu'aussi, nous avons quand même un atout important. C'est celui d'avoir quand même une stabilité politique sur le long terme. Depuis 2 ou 3 décennies. Et là c'est important pour mener ces débats. On ne doit pas c'est-à-dire manquer d'audace là-dessus aujourd'hui. Les conditions se prêtent. D'audace et de courage? Audace, courage, parce qu'il va falloir du courage. Parce que quand je vois un petit peu la température sur les réseaux sociaux, quand il y a des faits de société, quand je vois tous les hashtags qui ont été diffusés et qui ont rayé les réseaux sociaux en 2018, rappelez qu'on a toute la virilité masculine en fait, qui s'exprime sur les réseaux sociaux, je me dis, pour ouvrir ces débats-là, que ce soit l'égalité en matière d'héritage homme-femme ou sur l'IVG ou autre, il va falloir... N'oubliez pas qu'il y a des instrumentalisations des réseaux sociaux pour des visées politiques. N'oublions pas ça. Il se peut qu'il existe une opinion généralisée mais non active, alors qu'un petit groupe peut donner l'impression, et ça on le sait maintenant, la manipulation des réseaux sociaux, on la connaît. Mais fondamentalement, moi je crois qu'il est possible d'aller, bien sûr, on va essuyer des tirs ça et là, mais il faut y aller et n'oublions pas, les avancées majeures dans toutes les sociétés ont été le fait de minorités agissantes et clairvoyantes qui savent anticiper. Est-ce que la réflexion qui est toujours en cours sur la modification du modèle de développement,
s'inscrit pleinement, voilà. C'est-à-dire aussi, parce que dans le modèle de développement, il y a le développement aussi des libertés, justement, au sens large, et des libertés sociétales. Je voulais vous répondre là-dessus parce que prochainement, on est en train, avec les moyens que nous avons, qui sont limités, d'essayer d'organiser des forums de débat autour de ça, autour du modèle de développement. Et justement, que ce débat ne soit pas prisonnier de cette approche, si on veut, techniciste ou tout simplement économique, etc. Non. Le modèle de développement fait partie d'un modèle de société que l'on veut. Et d'ailleurs, les questions que nous allons poser au cours de ce forum, ce sera quel modèle de développement pour notre pays, quel modèle de société, et à l'intérieur, quel modèle de développement, et en même temps, comment y arriver pour les jeunes générations. Parce que justement, nous sentons, nous sommes convaincus qu'il y a vraiment un décalage, un grand décalage entre la représentation politique d'aujourd'hui et la majorité. Les citoyens sur le terrain et les lignes de fracture sociétale, en fait. Absolument. Comment vous allez les appréhender aussi? Oui, parce que les lignes de fracture sociétale, on dit très souvent la ligne de fracture, la fracture du numérique, la fracture territoriale, mais il y a la fracture sociétale. Absolument. Et là, comment c'est, à mon avis, ça va être le plus dur, ça va être le plus compliqué, ça, non? Oui, bien sûr. Je vous l'ai dit tout à l'heure. À chaque fois qu'il y a eu des tensions sociales, on est allé vers les gens et on a trouvé des gens. C'est ce qui nous a attiré notre attention. On a trouvé des jeunes d'aujourd'hui déterminés à se battre pour leurs droits, mais en même temps avançant l'idée que nous ne sommes pas là pour mettre en difficulté l'État. Nous sommes là pour pousser l'État. Et ça, justement, cette logique est extraordinaire. Parce que, justement, si on prend dans l'absolu, tous les États sont plus ou moins, je dirais, muhafidin. Comment je dirais en langue française. Les États qui en fait, qui sont interpellés. Tous les États du monde sont plus ou moins, je dirais, muhafidin. Le mot ne revient pas en français. Et c'est la dynamique sociétale qui les fait avancer. C'est la dynamique sociale qui les fait avancer. Donc on doit avoir confiance en cette dynamique. Et je crois que, bon, à ce niveau-là, les jeunes que j'ai vus, surtout à Jarada, me disent, oui, bien sûr, comment renforcer l'État, justement? En la poussant à mettre un peu plus de justice sociale pour nous, pour les autres, à ouvrir les... C'est comme ça qu'on peut renforcer l'État, et pas simplement... Nous ne sommes pas là pour affaiblir l'État, pour le mettre en difficulté. Pour ça, la loi dire les dynamiques sociales, en fait, qui s'expriment... Absolument, ils sont salutaires. Un avantage, ils ne doivent pas être non, perçus comme une ils sont contrainte. salutaires, et il faut les écouter, il faut les aider à exprimer cette force et cette force de proposition aussi. Donc, et je crois que c'est le droit, c'est le devoir de tous ceux qui s'intéressent à la politique, s'intéressent à la société. C'est leur devoir. C'est même, y compris le droit des intellectuels, dont on parle. D'ailleurs, chez les intellectuels, il y a des intellectuels qui sont libéraux et des intellectuels qui sont beaucoup plus conservateurs. Pour moi, l'essentiel, c'est que l'intellectuel puisse intervenir dans le débat sociétal et exprimer des idées nouvelles et ouvrir des horizons. C'est ça son rôle. Oui, bien sûr, il doit écrire de la poésie, il doit écrire des romans, mais il doit également aller au charbon et poser les questions qui doivent être posées et essayer de trouver des réponses ensemble. Merci en tout cas, Salah Ouadia. Merci. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes président de l'association d'Amir, donc qui a prévu une série de rencontres et d'événements durant l'année 2019 autour du modèle de développement et des libertés sociétales. Autour du modèle de société. Modèle de société, voilà, modèle de développement. Donc poète, vous l'êtes toujours? Comment? Poète. Oui, bien sûr, toujours, chaque jour. Et intellectuel. Merci. Libéral. Je dirais, vous l'avez dit tout à l'heure. Merci en tout cas à vous, Salah Ouadia, et je vous souhaite une fois de plus une bonne et heureuse année. Merci. Et une belle journée. À vous de même. Merci beaucoup pour l'invitation.